Et nous sommes maintenant en direct. Bonjour à tous, bienvenue à ce live meeting des Reapers en levée de fonds sur lita.co. Je vais attendre que chacun puisse se connecter tranquillement à ce live avant qu'on commence avec la présentation de Romain Icole et Émilie Ellul, qui sont nos deux intervenants côté Reaper. Moi, je me présente, je m'appelle Martin, je suis conseiller en investissement et chargé de campagne chez Lita.co depuis un peu plus d'un an maintenant. Ravi de pouvoir passer ce moment avec vous auprès de Romain et Émilie pour parler de cette belle campagne qui va se lancer dans les prochains jours. On est actuellement en phase de pré-collecte, vous avez pu le voir pour la plupart, vous avez d'ailleurs déposé une intention d'investissement. Et donc, on va pouvoir parler du fond de ce sujet et des enjeux de cette levée de fonds avec Romain et Émilie. Voilà, je vois que ça se connecte petit à petit. Je vais laisser le temps à chacun de se faire à l'outil. Peut-être rapidement, avant de vous laisser vous introduire, Émilie, Romain, un petit rappel sur la manière dont fonctionne l'outil Livestorm. C'est peut-être une première pour certains d'entre vous. Vous avez l'onglet chat que vous pouvez voir en bas à droite de votre écran. L'onglet chat, il va nous permettre à chacun de pouvoir interagir de manière assez informelle. Voilà, vous pouvez nous dire également voilà, un petit bonjour, d'où vous venez. C'est toujours assez sympa de pouvoir voir d'où chacun nous entend et d'où chacun participe à ce live. Donc c'est l'onglet plus informel qui va également vous permettre d'interagir sur la qualité sonore, la qualité d'image, nous dire s'il y a un quelconque problème de connexion sur ce live. Et puis pour les questions, sachant que je vous le rappelle, le temps de questions-réponses sera le temps majoritaire de ce temps du midi qu'on passe ensemble, une trentaine, voire une quarantaine de minutes suite à la présentation de Romain et Émilie. L'idée, c'est que vous puissiez vous poser vos questions de manière la plus libre possible dans l'onglet questions prévu à cet effet et non dans l'onglet de chat pour pas qu'on rate certaines de vos interventions. Et on essaiera de traiter la majorité, voire la totalité de vos questions dans l'onglet de chat. Et si certains veulent participer en live directement avec leur caméra, je pourrais vous inviter également à monter sur scène. Voilà, si vous avez des questions au sujet simple de l'outil, n'hésitez pas à nous les poser avant de commencer. Je vous laisse vous présenter, Émilie, Romain, et puis on va pouvoir derrière commencer la présentation. Merci Martin. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Icole, je suis cofondateur des Reapers et c'est moi qui veux vous présenter pendant les 10-15 prochaines minutes l'entreprise. Alors j'ai pris une présentation, la présentation que vous pouvez trouver sur la plateforme de Lita et voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Bonjour à tous, moi c'est Émilie Ellul, je suis CFO chez les Reapers depuis mars 2020. Donc je suis en charge du pôle finance et puis je travaille notamment beaucoup avec Romain sur les sujets de développement et de financement, comme entre autres cette jolie levée de fonds avec Lita. C'est parti. On est bon, Martin? On démarre? On est bon. Je fais un petit coucou du coup également à Émilie Brosseau qui est ma co-chargée de campagne sur la campagne des Reapers, qui animera également l'onglet chat et questions-réponses. Et puis on a également Jason côté Reaper qui nous secondera sur l'onglet des messages également, qui fait partie de l'équipe. À vous de jouer. Super. Merci à tous d'être présents. Je vais vous présenter les Reapers. Alors, les Reapers, c'est une société de collecte et de revalorisation de déchets de chantier. Et on est présent, on a été créé depuis 2017. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps l'entreprise et le marché que constituent les Reapers. Alors, en 2017, on est parti de deux problématiques qui étaient importantes pour nous et qu'on a visualisées sur ce milieu-là. La première problématique, c'était une problématique environnementale. Donc, aujourd'hui, alors c'est des chiffres que l'on a d'une source sûre, qui est l'ADEME, qui est une source de référence sur ce milieu-là et qui date de 2021. Donc, c'est des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer. On a à peu près 14 millions de tonnes de déchets générés par le second œuvre par an en France. Et malheureusement, la grosse problématique environnementale de ces déchets du bâtiment, c'est que seulement 26% de ces déchets sont revalorisés. Alors, en termes de marché, ça représente 1 milliard d'euros. Mais cette problématique environnementale est très forte, en tout cas sur ce segment des déchets du bâtiment. La deuxième problématique,
que l'on a constaté, c'est que les professionnels du bâtiment ont une vraie problématique et un vrai casse-tête logistique pour trouver des acteurs qui vont pouvoir répondre à leurs besoins sur cette collecte de déchets. Alors, il y a différentes solutions pour eux. Ils ont soit la recherche de prestataires qui doit être plus ou moins fiable à petit ou grand prix et s'assurer de la qualité de ces prestataires. Il y a aussi une solution où ils peuvent collecter ces déchets, enfin en tout cas évacuer ces déchets avec leurs propres ressources. Et là, on va être plutôt confronté à une perte de temps, une pénibilité. Et comme ils sont tout seuls, en tout cas, ils ont des petits volumes de déchets, ça va être assez coûteux pour eux. Et enfin, ils ont aussi une troisième solution qui est celle qui est la moins vertueuse, qui est de faire appel à des prestations clandestines qui alimentent les décharges sauvages. Donc on a pris ces deux problématiques, la problématique environnementale et la problématique plutôt marché ou d'activité, et on a construit les Reapers, qui est une société de collecte de déchets de chantier avec deux missions. La première, c'est améliorer l'impact environnemental des déchets du bâtiment. Et pour cela, on a vu qu'en fait, ces déchets étaient moins bien revalorisés parce que le tri à la source sur les chantiers n'était pas forcément fait. Et donc, ce que l'on a mis au centre de notre service, c'est de trier en amont les déchets pour qu'on puisse collecter ces déchets déjà triés. Et donc, en disant en fait aux professionnels du bâtiment, trier pour moins payer, on arrive aujourd'hui, nous, à atteindre des taux de revalorisation de l'ordre de 87%. Donc vraiment, cette première mission, cet objectif d'améliorer l'impact environnemental, aujourd'hui, il est assuré, et en tout cas, on a réussi à le tacler. Notre deuxième objectif, notre deuxième mission, c'est de lutter contre les décharges sauvages. Et pour cela, en fait, à chaque collecte, à chaque opération, on va fournir en fait un bon suivi des déchets pour s'assurer que le client qui nous remet en tout cas ces déchets, il ait la garantie que ça ne finisse pas en décharge sauvage. Donc très concrètement, comment ça marche ? Le professionnel du bâtiment, il va avoir ses déchets sur son chantier, il va les trier donc, par petits sacs ou par benne, etc. Il va passer commande via notre application. Donc, on a une application qui a été développée en interne pour commander en fait son service de collecte. Alors, suivant son chantier, suivant les contraintes de son chantier, il va pouvoir peut-être privilégier plutôt la collecte en petite camionnette ou de poser une benne ou de collecter des big bags. Enfin bref, sur cette application, il va pouvoir choisir n'importe quel type de service de collecte. Cette commande, elle va tomber dans notre architecture informatique où là, on va faire un dispatch et on va créer des tournées pour faire ces collectes. On va venir collecter ces déchets, faire signer un reçu électronique à notre client, puis déposer au plus proche ces déchets dans nos déchetteries professionnelles. Et enfin, 24 heures après, il y a aussi une facture qui est émise et qui est envoyée à notre client. Ce que l'on propose chez les Reapers, c'est d'abord une expérience de service de qualité. Donc, on a cette application qui rend la gestion des opérations super fluide. Ils vont retrouver tous leurs documents et toute la gestion administrative de leurs déchets de chantier. On va aussi avoir un service client qui va être présent sur les heures classiques de bureau 5 jours sur 7 et qui est un vrai plus pour cette relation de confiance et cette relation humaine que l'on tisse avec nos clients. Et enfin, on a aussi une très grosse réactivité sur notre service logistique, parce que suivant le service que l'on va commander, on peut être là entre 3 heures et 72 heures, suivant le service demandé. On parlait, on a différents services chez les Reapers, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se définit comme l'interlocuteur unique de la collecte des déchets, quelles que soient les contraintes
du chantier ou la typologie de déchets, on va pouvoir collecter les déchets de façon réactive, plus proche et avec le meilleur taux de revalorisation. Je vais vous présenter très rapidement ces services. On a un premier service qui est un service de collecte en camionnette, de sacs et de vrac. Donc, c'est des sacs de 60 litres qu'on peut trouver chez Leroy Merlin, Plateforme du Bâtiment, etc. Enfin, on a différents types de magasins qui les proposent. Et ça va être plutôt pour des chantiers assez urbains, enfin, en tout cas ultra-urbains, où on n'a pas beaucoup de place, soit pour poser des big bags, soit pour poser des bennes. Et donc, ce service de collecte en camionnette va être très intéressant si jamais aussi on a un chantier au 3e étage. Ben, nos opérateurs terrain vont pouvoir monter, collecter les sacs et les évacuer derrière en déchetterie professionnelle. C'est notre seul service que l'on a en propre aujourd'hui, donc avec nos propres camions et nos opérateurs terrain. Et c'est notre service historique qui a été monté depuis 2017. Après, les autres services, c'est des services d'intermédiation. Donc là, on va filtrer et recruter nos partenaires suivant une grille de critères bien définis et exigeantes. Et on va avoir de la collecte en big bag. On va aussi faire de l'allocation et du dépôt de bennes sur le chantier. On va pouvoir collecter de belles quantités de déchets en camion grue. On va aussi louer des engins pour que le client puisse remplir en fait ses contenants, que ce soit des big bags ou des bennes. On va avoir un service de collecte en BNTP pour les très gros chantiers qui doivent majoritairement évacuer de la terre ou des gravats en grosse quantité. Et enfin, un service de collecte de déchets dangereux si jamais il y avait de tels déchets sur le chantier. Je vous ai fait une petite slide de création de valeur pour que vous puissiez un peu aussi bien vous situer, enfin en tout cas situer le rôle des reapers vis-à-vis de ces différents acteurs. Donc pour les professionnels du bâtiment, je pense que vous l'avez bien compris, mais on a vraiment cette simplicité d'utilisation, ce conseil avec notre expertise, la réactivité, la traçabilité, bien sûr l'image de marque RSE. Et je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un professionnel du bâtiment, il va avoir surtout des chantiers sur toute une région. Et ça va être compliqué vis-à-vis des différents chantiers qu'il va avoir sur cette région, d'avoir toujours un bon partenaire ou un bon prestataire pour collecter ces déchets, que ce soit dans un département ou dans un autre. Et donc, avec nous, comme on a une qualité d'exigence qui est similaire, on va en fait pouvoir assurer à notre client cette qualité, cette fiabilité. Concernant nos prestataires logistiques, donc là, c'est pour la partie intermédiation. Ce qu'ils vont aller rechercher chez nous, c'est d'abord une massification des flux. On va être assez outillé et organisé pour leur ramener plein de petites commandes autour de leur dépôt. On va être un interlocuteur aussi unique. Nos équipes sont formées aux contraintes techniques, donc la relation est très fluide, très rapide. On va aussi leur enlever toute cette gestion administrative des documents que nous, on génère automatiquement, mais qui, eux, le font parfois à la main. Et enfin, un des gros aspects dans le monde du bâtiment, c'est malheureusement les impayés. Et sur ce type de sujet, en fait, on a aussi pas mal de partenaires qui ne prennent pas de petits clients parce qu'ils ne sont pas assez outillés pour garantir le financement ou en tout cas le paiement des clients. Et nous, grâce à nos outils, on leur permet aussi de leur éviter tous ces impayés-là. Et enfin, la valeur ajoutée qui est, à notre sens, la plus importante, c'est sur l'environnement. Aujourd'hui, avec notre taux de revalorisation, on a cette amélioration de l'impact du bâtiment. On lutte contre les décharges sauvages, comme je le disais dans les premières slides. Et enfin, on participe à la baisse du trafic routier. Voilà pour cette présentation des reapers. Donc, si on prend un pas de recul, aujourd'hui, les reapers, c'est 135 000 tonnes de déchets collectés, revalorisés à 87% en moyenne. On a pu éviter 800 allers-retours Paris-New York en avion et on est une cinquantaine à Pantin aujourd'hui.
Voilà, je vous ai mis dans cette dernière slide un peu notre historique, notre évolution qui a été très marquée en étant en hypercroissance là, dans les dernières années. Et chaque année, on a rajouté des services. Donc aujourd'hui, on n'a plus de services à rajouter. On passe sur une autre dimension, sur un autre type d'expansion. Mais ce qui caractérise les Reapers aujourd'hui, notamment dans le développement et la construction de l'entreprise, c'est qu'on a toujours été à l'écoute de nos clients et c'est vraiment le besoin du client qui nous a permis de nous développer jusqu'alors. Je vais passer sur cette deuxième partie maintenant de la présentation qui est la partie de notre plan de développement où je vais vous expliquer un peu notre stratégie globale et votre financement. Alors, la stratégie globale, aujourd'hui, on est là aujourd'hui parce que l'on cherche un financement entre 1 et 1,5 million sur l'ITA qui viendrait en complément de la levée de fonds qu'on a fait cet été avec nos actionnaires existants. Et avec cet argent, on va aller chercher du coup une croissance en 2022 d'à peu près 10 millions. Et on va préparer l'expansion. En tout cas, on va aller chercher, on va créer les Reapers en Allemagne. En 2023, on va tenter de faire une croissance de chiffre d'affaires à 15 millions d'euros. On va chercher la rentabilité aussi sur le pôle français, donc en juillet 2023. Et enfin, en termes d'expansion, on va réussir à ouvrir l'Allemagne et faire une étude de réemploi pour préparer la suite. En 2023, donc courant 2023, je pense plutôt fin 2023, on va aller chercher une autre levée de fonds, donc une série B, qui est de l'ordre de 6 à 8 millions et qui va nous permettre, là, à ce moment-là, d'attaquer donc les pays d'Europe, de devenir du coup rentable aussi en Allemagne et d'ouvrir une nouvelle filière de réemploi. Concernant votre financement, il va nous permettre de faire 4 choses. La première, c'est de décarboner notre flotte logistique en achetant des camions propres, donc pour la collecte en camionnette. On va, se développer sur le territoire national. Là, aujourd'hui, on a testé notre expansion sur 2 villes, sur Lille et sur Lyon, et qui est assez concluant. Donc, on a besoin d'un peu plus d'argent pour pousser ce développement et d'ouvrir d'autres villes en France. On a aussi un axe qui est le développement sur le territoire international, donc lancer les Reapers en Allemagne. Aujourd'hui, on a déjà l'équipe sur place et déjà nos premières commandes qui sont effectuées. Donc, c'est très prometteur en tout cas, mais on a besoin un peu plus d'argent pour aller pousser ou en tout cas développer l'idée plus rapidement. Et enfin, on a aussi tout un axe sur l'amélioration des outils informatiques où chez les Reapers, on a à cœur d'améliorer notre valeur ajoutée sur notre travail, mais aussi sur celui de nos collaborateurs. Et on a encore plein de petits chantiers pour améliorer notre productivité opérationnelle au jour le jour. Voilà, j'espère que la présentation n'a pas été trop longue, que j'ai été clair. Et je vous laisse la main pour les questions. Merci. C'est parfait, Romain. Merci beaucoup, Romain, pour cette présentation complète. J'enchaîne peut-être très rapidement. On a déjà beaucoup de questions sur lesquelles on va pouvoir revenir dans un instant. Pour vous rappeler les conditions de l'investissement. Donc aujourd'hui, les Reapers lèvent jusqu'à 1,5 million d'euros, objectif maximum sur l'ITA, en obligations convertibles en actions. On a un objectif de collecte moyen à 1 million d'euros et un objectif minimum à partir duquel on va pouvoir clôturer à 600 000 euros. C'est une campagne du coup qui va s'étendre sur la fin de l'année 2022 avec une clôture qui est prévue tout début 2023, début janvier 2023. On a un taux d'intérêt annuel de 8% sur 5 ans avec une prime de non-conversion de 1%.
prime de non-conversion en action. Si vous avez des questions sur le produit financier, alors on ne va pas forcément toutes les éluder aujourd'hui puisque ce midi, l'idée est davantage de parler de la levée de fonds des Reapers dans son activité même, mais vous n'hésiterez pas évidemment à prendre rendez-vous avec nous, à nous revenir par mail. Ce serait évidemment avec grand plaisir et intérêt on pourra vous répondre de manière plus longue et plus documentée également sur les conditions du produit d'investissement, qui est donc de l'obligation convertible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le gros des conditions d'investissement. Vous pouvez investir à partir de 100 euros sur l'ITA.co. Le ticket minimum est de 100 euros. Et d'ici la fin de l'année, puisque c'est une campagne qui devrait passer en collecte dans les prochains jours. C'est assez imminent, probablement la semaine prochaine. Voilà pour ce petit rappel de contexte. On va pouvoir dès maintenant passer aux questions qui sont nombreuses. Je commence avec une question de Romain. Romain qui nous pose la question suivante. Quelles sont les filières de revalorisation pratiquées et avec quel partenaire actuel? Alors, on a différentes filières de revalorisation. C'est un peu compliqué à répondre comme question parce que ce que l'on fait, c'est qu'on va au plus proche du chantier. Suivant les départements et suivant où se situe le chantier, on ne va pas avoir les mêmes filières de revalorisation. Mais aujourd'hui, on a à peu près 11 types de déchets sur l'application. Et si on met toutes les typologies de déchets, je crois qu'on a plus d'une vingtaine. Très clair. Merci beaucoup. J'espère que ça aura pu répondre à votre question, Romain. J'enchaîne avec une question de Jean. Alors Jean, vu que c'est une question qui trahit un peu votre connaissance du secteur, je vous invite, alors évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire, à monter sur scène pour me poser cette question en direct si vous le souhaitez. Sinon, je vais la lire dès maintenant et puis vous pourrez nous rejoindre en cours de route. Sur la revalorisation des gravats, ne serait-il pas intéressant à l'aide d'un concasseur par exemple, de proposer vos services pour refaire du béton directement sur place sur les chantiers de démolition et de reconstruction? Je sais que ça commence à se faire par ailleurs. Je sais pas si c'est une très bonne question et puis une très bonne idée. Aujourd'hui, on est concentré sur le fait de faire de la collecte de déchets, mais en effet, on a, comme je le disais dans la slide de stratégie, une stratégie, en tout cas une volonté de faire une étude sur ce réemploi de matériaux, que ce soit sur du chantier in situ ou via des ateliers de réemploi. Mais c'est une très bonne idée, en tout cas. Voilà, bon. Jean, si vous sentez de nous rejoindre sur scène pour étayer un peu cette question, n'hésitez pas. Sinon, je passe à la question suivante. Antoine qui nous pose la question suivante. Bonjour, pourquoi le choix d'obligation convertible en action et quelles conditions par rapport aux actionnaires ayant investi cet été? Alors ça, je peux introduire sur cette question-là. Et puis Romain, je te laisserai compléter. Donc, juste concrètement, pour revenir sur les produits financiers proposés sur l'ITA.co, évidemment, les produits financiers phares, je te dirais, qui représentent la majorité des campagnes, sont les produits les plus classiques d'obligations sèches et d'actions, donc une part de capital pour l'action et un produit de dette simple et classique pour l'obligation. L'obligation convertible en action, et son nom l'indique, c'est un produit assez hybride qui a des caractéristiques un peu différentes. Il faut comprendre ce produit-là, en tout cas pour ce qui est des Reapers, comme un produit de dette qui se veut classique, avec, si vous voulez, un degré de sécurité et un garde-fou sur la possibilité de conversion en action, selon certains scénarios, qui ne sont pas souhaités. Il faut comprendre du coup qu'il est souhaité et souhaitable pour les Reapers, pour l'ITA, mais surtout pour vous, de conserver vos titres obligataires en dette, de du coup pouvoir évidemment bénéficier des intérêts chaque année, avec la prime de non-conversion d'1% qui s'ajoute aux 8% d'intérêt annuel. Et la conversion en action, pour rappel, elle agit du coup, comme je vous le disais, comme un garde-fou en cas de scénario de trésorerie alarmant. Un défaut de remboursement qui fait du coup lieu d'une mise en demeure pour le représentant de la masse obligataire qui est l'ITA.co, ou un niveau de fonds propres et des EBITDA négatifs à fin 2024. Voilà, ce sont des scénarios qui sont très peu probables aujourd'hui vis-à-vis du plan d'action des Reapers, mais ça vous permet d'avoir la vision d'ensemble sur ce que c'est aujourd'hui l'obligation convertible en action, et plus précisément pour les Reapers. Alors pourquoi ce choix d'obligation convertible? Ça, Romain, peut-être que tu pourras en dire un peu plus, mais c'est sûr que l'idée de cette levée de fonds, c'était de lever en obligation
également en anticipation de la levée de fonds de l'année prochaine dont tu as parlé? Et quelles conditions par rapport aux actionnaires ayant investi cet été? Alors sur les actionnaires, notamment d'Alter Equity, hein, qui est donc le fonds historique des Reapers, qui investit à nos côtés 2 millions d'euros sur cette levée de fonds, on est exactement sur les mêmes conditions. Voilà, Romain, je ne sais pas si tu as des choses à redire, ou même Émilie, C'était puisque tu très es également clair. sur le sujet. Non. Ça me semblait très clair maintenant, merci. Ok, très bien. Antoine, si en tout cas vous avez d'autres sujets d'incompréhension, n'hésitez pas. On enchaîne avec une question de Yann. Bonjour, avez-vous eu recours à des intérimaires? Quelle est votre politique en matière de recrutement et de contrat à l'embauche? Alors, sur notre activité en propre, qui est la collecte en camionnette, on recrute en fait des prestataires ou des indépendants pour lisser l'activité sur l'été notamment. Comprendre qu'il y a une très forte saisonnalité dans le monde du bâtiment où en fait quand il fait beau, il fait chaud, donc à l'été, on a beaucoup plus d'activité que l'hiver. Et donc c'est important pour nous de lisser cette activité via des indépendants ou des prestataires. Sinon, notre politique en matière de recrutement et de contrat à l'embauche, aujourd'hui, on n'a que des CDI sur notre partie plutôt bureau, à contrario de la partie terrain. Et on a aussi à cœur d'accompagner des alternants pour venir consolider l'équipe et former aussi ces jeunes. Généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on a plusieurs grades, en tout cas dans l'entreprise, que ce soit grade de junior, intermédiaire ou senior, puis après manager, etc. On attend que la personne soit intermédiaire avant qu'elle puisse former en fait des alternants. Voilà, je pense que c'est tout. Peut-être pour rappel, je ne sais plus si tu l'as évoqué dans la présentation, aujourd'hui les Reapers, c'est une équipe de combien de personnes? On est une cinquantaine, je crois, 47. D'accord, ok, très bien. On est situé à Pantin dans une zone industrielle qui est la zone du canal de l'Ourcq. On est dans une zone franche et on est persuadé que sur ce département, il y a beaucoup à faire en termes d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on s'est domicilié là-bas. Très bien, très clair. Et on passe à une question de Lucas. Bonjour, pourrez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus sur l'étude du réemploi prévue fin 2023 que tu évoquais, Romain, tout à l'heure? Non, je ne vais pas pouvoir en dire plus. Alors d'une, parce que c'est quelque chose qui va arriver, on a quelques idées et on souhaite les garder dans un premier temps. Ce que je peux dire, c'est que cette étude, elle va être vraiment très stratégique dans le sens où aujourd'hui, on a déjà un impact environnemental qui est assez élevé et dont on est content. Et on souhaite en fait l'amener à sur d'autres sujets, sur d'autres pans, en tout cas l'augmenter très fortement. Donc cette étude va avoir à cœur de combiner l'écologie et l'impact environnemental et l'économie. Et c'est pas quelque chose qui est très simple. Donc c'est pour ça que je le mets en avant dans cette présentation. C'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin d'en faire une étude, parce que ça nécessite pas mal de compétences de part et d'autre. Très bien. Peut-être pour compléter la question qui est posée sur le réemploi, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas nous dans la fiche projet sur l'ITA, on met également beaucoup en avant la revalorisation en matières premières. Ce serait vraiment une branche d'activité à part entière, le réemploi dans les mois, années prochaines, du coup, Romain, qui viendrait en complément de la valorisation en matières premières que vous pourriez internaliser plus. C'est ça. Nous, on est persuadés que demain, le déchet va être une ressource. De toute façon, on le voit très bien avec la pénurie des matériaux. Les acteurs sont de plus en plus concernés et se mettent en place, enfin s'organisent en tout cas pour faire ce réemploi de matériaux. Donc, on en est persuadés. Maintenant, c'est très compliqué, et on l'a vu sur beaucoup d'acteurs, d'industrialiser le process de réemploi. C'est plutôt quelque chose qui est fait de façon artisanale. Et cette étude, elle va permettre aussi de créer en fait une nouvelle branche chez nous. Ça, c'est sûr. Et petit à petit, je pense que cette branche prendra de plus en plus
de place dans notre entreprise pour qu'un jour, on n'ait plus de revalorisation matière, mais en tout cas beaucoup moins, et qu'on ait beaucoup plus de réemploi. Très clair. Finalement, tu nous en as dit pas mal, Romain. Ouais, En pas tout les cas, idées. sur le fond. Voilà, exactement. On enchaîne du coup avec une question qui est ciblée sur votre cercle de clientèle. Vos clients sont les entreprises gestionnaires, des comptes pro rata ou bien les maîtres d'ouvrage, peut-être un peu des trois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On a vraiment tout type de clients. En fait, comme notre application est très accessible, on va avoir le particulier qui fait des travaux dans sa maison. On va avoir l'artisan aussi, qui est notre cœur de clientèle, parce qu'on a eu un accord commercial dès notre création avec la plateforme du bâtiment. Et aujourd'hui, on a aussi tout ce qui est TPE et PME, dont les entreprises gestionnaires de compte pro rata ou les maîtres d'ouvrage. Donc, on est une entreprise de collecte et on s'adapte en fait à tout type de clientèle. Très clair. C'était une question de Romain. On a une troisième et dernière question de Romain qu'on va étayer dès maintenant, qui est la suivante. Bonjour, et je pense que c'est la première qu'il a posée en plus. Il faut que chaque conducteur de travaux des entreprises TCE télécharge l'application pour passer commande. Est-ce que vous avez d'autres manières de rentrer en relation avec eux? Alors nous, on préfère qu'ils passent par l'application pour différentes raisons, parce que on est sûr qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension ou de problème, et la commande est standardisée. Après, le conducteur de travaux peut nous appeler. On a un service client disponible sur les heures de bureau, sans souci. Très clair. Alors, on a été déjà pas mal de questions. Peut-être pour vous laisser le temps de souffler, Romain et Émilie, je vais faire un petit aparté sur les raisons pour investir qui ont été identifiées par notre analyste Margot, qui a travaillé du coup aux côtés des Reapers pour l'élaboration de ce dossier d'investissement que vous aurez en libre téléchargement au moment du passage en collecte, donc la semaine prochaine, et qui du coup réitérera tout le détail de cette levée de fonds. Alors, il y a 4 raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes. La première raison, qui est la raison centrale, c'est la forte traction commerciale dont a parlé Romain durant sa présentation, avec une croissance qui a quasiment doublé depuis 2018, depuis la création jusqu'en 2021, avec un atterrissage en 2022. Alors, peut-être que il y a des mises à jour, hein, Romain, tu me diras, mais d'un peu plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui illustre forcément du coup une croissance assez stable et soutenue malgré le contexte troublé qu'on a évoqué, avec notamment la crise des matières premières et des services logistiques, avec les retards sur les chantiers accumulés. Ça, c'est la première grosse illustration de l'attraction commerciale. Et puis du coup, en 2022, c'est un lancement d'une vraie stratégie de croissance géographique. On a parlé de Lille, de Lyon, la région Lorraine, Marseille, l'Oise et la Picardie prochainement, et puis l'Europe avec le lancement en Allemagne l'année prochaine, qui tend à offrir de nouveaux relais de croissance à très fort potentiel. Deuxième raison pour investir, c'est le potentiel de marché, évidemment. Alors ça, on l'a peut-être un peu moins évoqué. Il y a cette filière REP qui sera mise en place dès le 1er janvier 2023. Ce sera peut-être intéressant qu'on en parle rapidement, Romain et Émilie, ensemble, puisque ça va évidemment donner lieu à de fortes opportunités de marché. Aujourd'hui, on chiffre à 258 millions de tonnes de déchets sur le BTP générés par an en France, avec seulement 67% des déchets qui sont valorisés aujourd'hui, contre 87% si on compte simplement ceux qui sont traités par les Reapers, donc une sacrée différence de 20%. Donc voilà, un gros potentiel de marché avec cette entrée en application de la normalisation REP en janvier 2023 et une évolution des pratiques de responsabilité aussi du côté des producteurs qui va générer une activité qui sera de plus en plus durable et soutenable. Ça, c'est la deuxième grosse raison pour investir. Et puis, les 2 dernières raisons sur lesquelles je vais passer plus rapidement, une équipe dirigeante et opérationnelle qui est très compétente, avec des postes clés qui sont couverts et des postes de gouvernance qui sont occupés par des profils à forte expérience du milieu, une forte expérience aussi sur les gestions logistiques, et ce qui fait la force d'ailleurs des Reapers aujourd'hui, hein, vous me direz si c'est pas le cas, mais je pense que c'est aussi la flexibilité et l'efficacité du modèle qui est liée à cette expérience sur les postes dirigeants.
Et puis la quatrième et dernière raison pour investir, aujourd'hui une excellence opérationnelle qui est reconnue avec un niveau de satisfaction de clients très élevé sur plus de 50 000 opérations réalisées et auprès de plus de 30 000 chantiers. Voilà pour les raisons pour investir qui ont été identifiées par notre analyste. À noter également que vous pourrez retrouver, toutes ces raisons-là bien rédigées, dans l'onglet opérations de la fiche projet. Vous avez également les risques qui sont liés à l'investissement, que je n'évoque pas dans un souci de timing, ce midi, mais que vous pouvez également retrouver, qui sont également rédigés par notre analyste. Voilà pour ce petit interlude qui aura permis à Romain peut-être de boire un petit coup d'eau et de souffler. On va enchaîner avec les dernières questions. On est assez nombreux à ce live et je vous remercie, de vous être connectés très nombreux. On a une question de Nina. Bonjour et merci pour cette présentation. Vous traitez aujourd'hui 87 des déchets. Une solution à 100 est-elle envisageable? Quelles en sont les limites sinon? Oui, c'est envisageable. Maintenant, les limites, c'est ce que je disais au début, en fait, suivant le chantier, il y a quand même une vraie limite sur les exutoires ou en tout cas sur les filières qui sont autour du chantier. Et on a par exemple dans certains départements en fait qu'une solution d'enfouissement des déchets. Et donc là, ça va être compliqué, quel que soit le chantier ou en tout cas les déchets qui sont générés, de revaloriser à 100% les déchets sur un tel chantier. Donc, je pense que la limite, elle est plutôt géographique sur cette question-là. Très clair. Merci beaucoup. On enchaîne avec une question de Julien. Quels sont les relais de croissance les plus probables prochainement et de quel ordre sont-ils, notamment avec leur impact sur le chiffre d'affaires de cette fin d'année et puis des années prochaines? Bah, c'est ce que je disais aussi dans la slide où je montrais un peu notre historique. On a construit les Reapers avec vraiment au cœur de notre modèle l'écoute du besoin de notre client, parce que on vient pas forcément du monde du bâtiment. Et donc, on a construit différentes strates en fait de services pour justement pallier à toutes les contraintes de chantier, à toutes les typologies de clients et les typologies de déchets. Maintenant, aujourd'hui, on arrive en fait à une offre très bien construite et qui pallie à toutes ces demandes. Et donc, prochainement, les relais de croissance que l'on va avoir, ça va être vraiment cette expansion géographique, que ce soit sur le territoire français, mais aussi le territoire européen. Et donc, on va mutualiser notre savoir-faire, nos outils et nos process et notre logistique pour l'amener en fait sur d'autres villes et d'autres pays en Europe. Très clair. C'est bien, ça fait lien avec une question d'Éric qui me semble intéressante, notamment sur l'argumentaire commercial, sur ce déploiement national puis international. Je vous la lis. Vous évoquez la perte de temps d'aller en décharge pour vos clients. Donc, c'est l'une de vos solutions, de gagner du temps. Si je comprends ce problème en région parisienne, allez-vous jouer sur cet argument en province ou en Allemagne? Sinon, quelles sont les autres contraintes de vos clients dans ces régions? Est-ce qu'il y a une différence de typologie de clients? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce que je disais, on a vraiment à cœur d'écouter nos clients. Et donc, on n'a pas la prétention de faire du copier-coller de business model de la région parisienne sur les autres villes françaises. Aujourd'hui, cette perte de temps, on la retrouve énormément en région parisienne. On la retrouve aussi dans pas mal d'autres villes comme Bordeaux, Lyon, où le trafic est quand même assez dense. Mais dans un premier temps, en tout cas, dans notre modèle d'expansion, on ne lance pas forcément le service de camionnette dans ces nouvelles villes que l'on va lancer. Et c'est surtout le service de camionnette qui va économiser du temps à nos clients. Donc pour l'instant, on va plutôt s'atteler à poser des bennes ou faire de la collecte en big bag, parce que dans ces villes, on a un peu plus d'espace aussi, et de lancer demain, une fois qu'on est bien implanté déjà dans la ville, un service de collecte en camionnette pour faire gagner du temps à nos clients. Très clair. Je me permets du coup de rebondir sur cette fin de réponse, puisque tu évoquais aussi
l'une des raisons de cette levée de fonds qui est liée au renouvellement de vos services de transport et de camions notamment. Juste très rapidement, peut-être si tu évoques les camions propres, ce serait quoi? C'est du transport 100% électrique ou il y a un type de camion qui est déjà identifié de votre côté pour renouveler votre parc? Oui, alors on hésite encore entre l'électrique et le gaz. On est encore en train on a deux modèles déjà bien précis en tête. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ces camions-là auront plus de charge utile. La charge utile, c'est de pouvoir mettre plus de poids dans le camion, ce qui va aussi nous améliorer opérationnellement nos allers-retours en déchetterie. Et du coup, il faut arriver à trouver le bon camion qui a la bonne charge utile avec le bon carburant, les bonnes stations. Enfin, c'est tout un casse-tête, Ça une en mélange. étude Ouais, bien sûr. qu'il faut mener, quoi. C'est clair. C'était une question aussi qui avait été posée par l'un de nos investisseurs. On a une question d'Hervé. Avez-vous des contacts avec les majors du BTP? On a parlé un peu des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, on a des contacts avec des majors du BTP. Maintenant, ce n'est pas la typologie de clientèle que l'on va aller chercher le plus. Majoritairement parce que on va pas se mentir, sur ce milieu-là, le prix est très intéressant. Et là où notre business model est assez puissant, c'est que on va avoir chez nos partenaires en déchetterie des prix grand compte que l'on va pouvoir redonner avec une réduction de prix à nos clients et donc nous faire une marge dessus. Donc ça marche très bien avec les artisans, les TPE et les PME. Pour tout ce qui est ETI ou très grands groupes, c'est un peu moins vrai parce qu'en fait, ils ont déjà des prix défiant toute concurrence. Et parfois, on a aussi des petits soucis de paiement ou en tout cas des délais qui sont assez gros et donc on préfère ne pas, en tout cas, aller chercher ces clients nous-mêmes, mais plutôt d'attendre qu'ils viennent à nous pour une opération ponctuelle ou quelque chose de particulier ou de spécifique sur lequel on va pouvoir répondre, plutôt que d'aller chercher leur très très gros chantier. Merci beaucoup, Romain. On a une question un peu similaire de la part de Yanis. Alors l'idée, évidemment, c'est pas forcément de se répéter, mais je vous la lis. Pouvez-vous nous donner plus de détails concernant la sélection des partenaires et des prestataires pour la collecte sur le terrain en camionnette? Tu as déjà du coup en partie répondu. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter là-dessus. Alors, qu'on soit clair, du coup, pour la camionnette, c'est quand même nos camions en propre avec nos opérateurs terrain. On ne prend des prestataires, du coup, pour lisser l'activité de l'été. Et ces prestataires sont formés par nos équipes et donc s'intègrent très bien avec nos équipes. Très clair. Deuxième question de Yanis. Pour éviter les trajets à vide, envisagez-vous de livrer les chantiers en matière première de manière, entre guillemets, ubérisée, c'est le mot qui est choisi en tout cas, pour optimiser justement tous ces trajets? C'est une très bonne question. Alors, on s'est posé la question de nombreuses fois. Aujourd'hui, on est contraint par des problèmes, je dirais, de propreté du camion. C'est compliqué quand on met du déchet dans un camion de remettre des matières premières en fait dans le camion parce que c'est pas propre, il y a des cailloux, ça peut se casser, en fait c'est pas les mêmes métiers. Donc à première vue en fait on se dit que ça a beaucoup de sens. Opérationnellement parlant, on n'a pas encore craqué le modèle, mais c'est très intéressant. C'est une vraie piste de réflexion, en effet. On a une question qui est liée à la concurrence, notamment à la concurrence lyonnaise. Une question de Christian qui évoque Waste Marketplace, qui est déjà bien implanté sur la région lyonnaise. Est-ce qu'il y a des craintes à ce sujet sur le déploiement territorial et la confrontation à une nouvelle concurrence? Alors, je dirais sur le sujet de la concurrence, en règle générale, comme c'est un marché à 4 milliards, avec 10 millions, on est large.
Il y a de la place pour tout le monde. West Marketplace sont plus positionnés sur les grands majors. Alors, ils font tout type de clients aussi, mais ils sont, comme c'est un projet de Vinci, ils ont aussi en fait tous ces gros chantiers. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément sur les mêmes positionnements de clients et sur les mêmes moyens marketing pour aller chercher, ou les mêmes canaux marketing pour aller chercher nos clients respectifs. Ouais, il y a des complémentarités encore assez évidentes. Après, là, on l'a lancé là, en mars, Lyon, et on fait déjà un très joli chiffre d'affaires en ayant peu investi, en tout cas en termes de ressources. Donc, on n'a pas trop de crainte sur le fait de développer Lyon encore plus. Ok, très clair. J'en profite du coup pour poser une question d'un investisseur qui n'a pas pu malheureusement être présent ce midi, qui est assez lié et qui voulait évoquer le contexte justement de cette mise en place d'EMUL 2023, de la filière REP, qui va dynamiser le secteur, hein, en tout cas qui va pousser les producteurs à davantage valoriser leurs déchets et les trier en proximité. En fait, c'est une question un peu ambivalente puisque à la fois, en effet, on met beaucoup en avant, en tout cas nous, dans la fiche projet et dans notre plaidoyer, le fait que ce soit une opportunité. Mais est-ce que cette nouvelle réglementation ne risque pas aussi d'autonomiser les producteurs et de favoriser les services publics ou les éco-organismes aux dépens de la solution des reapers en termes de concurrence? Moi, ma vision sur ce sujet-là, c'est que donc, pour ceux qui sont au courant de la REP, en fait, on va mettre une écotaxe en fait sur les matériaux. Quand l'artisan ou le professionnel du bâtiment va acheter son matériau, il va le payer plus cher. Donc on se parle de 7-8% aujourd'hui. Et ce montant-là va servir en fait à ne pas payer sa collecte de déchets si on trie ces déchets-là. Donc déjà, bon, il faut que les déchets soient triés. Oui, c'est un principe du pollueur-payeur, mais il y a aussi il y a pas que des payeurs. Enfin, il y a pas mal de pollueurs-payeurs justement qui du coup vont préférer payer plutôt que de trier. Exactement. Donc ça c'est la première chose. Le vrai sujet en fait de cette REP, c'était d'enlever la prestation clandestine. Et, ça fait un peu bizarre comme ça, quand on n'est pas du milieu et du domaine, de se représenter en fait ce que ça correspond. Et aujourd'hui, on évalue le coût des communautés, enfin des villes, parce que c'est eux qui se chargent en fait de ces décharges sauvages, à 500 millions d'euros. Donc, cette prestation clandestine, elle est là, et en fait, le fait de pouvoir déposer ces déchets gratuitement s'ils sont triés va permettre en fait de sortir toute cette prestation clandestine qui, pour peu cher, collectait les déchets. Et donc, du coup, nous, on a un positionnement qui est le même qu'aujourd'hui, en fait, sur cette REP-là, parce que notre valeur ajoutée est la même. C'est-à-dire que le professionnel du bâtiment, demain, il aura toujours un département différent, un chantier dans un département différent, donc il aura besoin de partenaires fiables. Et le partenaire, il aura aussi besoin qu'il y ait une partie des impayés une partie des impayés qui soit gérée, parce qu'une partie de l'argent va être payée quand même par l'artisan, en tout cas dans les 4-5 prochaines années, à voir après, et une autre partie par l'éco-organisme. Donc, nous, on voit l'éco-organisme, et c'est un peu compliqué, et je suis désolé si je ne suis pas très clair, parce que c'est un sujet qui est très compliqué, mais nous, on voit l'éco-organisme comme un canal d'acquisition, parce qu'en fait, on va être référencé, on répond déjà à des appels d'offres sur ces marchés-là, et ça va standardiser en fait et mettre en avant, ou en tout cas mettre en lumière, les prestataires ou les acteurs qui font du bon travail, qui ont une bonne qualité de service, etc. Donc, nous, on le voit vraiment comme une opportunité, plus que comme un risque. D'accord, ouais, c'est vraiment un tremplin. Et finalement, ça ne va pas tant que ça rebattre les cartes de la répartition des partenariats, en tout cas. Très clair. On arrive
plus ou moins à la fin des questions. Il nous en reste quelques-unes. Si vous avez encore le courage et la force d'y répondre, il nous reste une petite dizaine de minutes. On a une question de Célia qui nous pose la question de la prochaine levée de fonds en série B. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette levée de fonds envisagée dès l'année prochaine et pourquoi une levée de fonds aussi rapprochée? Alors, cette levée de fonds, cette série B, elle va nous permettre en fait de vraiment nous étendre en Europe et de créer cette filière de réemploi. En tout cas, construire les reapers du futur, entre guillemets, notre prochain axe de développement. On fait une levée de fonds aussi rapprochée parce que on ne croit pas que l'on puisse lever des fonds sur des belles promesses. C'est-à-dire, on ne pense pas que l'on arrive demain en série B en disant bon, on va ouvrir l'Europe, alors qu'on n'a pas ouvert un seul pays déjà. On pense que ça ne marche pas. Donc, à chaque fois qu'on fait une levée, on teste d'abord l'idée, ou en tout cas le concept, pour rassurer en fait nos investisseurs, que ce soit là pour une levée de fonds communautaire où on a déjà une équipe, par exemple à Berlin en place avec déjà des premières commandes, on a déjà du chiffre d'affaires généré sur l'île et Lyon, donc on a déjà testé l'idée, on a déjà fait comme ils appellent le proof of concept, et donc du coup l'argent que l'on va chercher, ça nous permet de nous développer plus fortement et plus rapidement. Et donc cette première levée de fonds, elle nous permet en fait avec l'ITA, d'aller développer plus fort l'Allemagne, développer plus fort le territoire national pour que l'on soit dans une position, on va dire, plus intéressante pour aller faire cette levée de fonds et pour prouver à nos futurs investisseurs qu'on est capable d'ouvrir un pays ou de se déployer nationalement. C'est très clair. Et donc, en effet, levée de fonds en série B de 6 à 8 millions d'euros, plutôt prévue en fin d'année prochaine, hein, c'est ça, Romain? C'est ça. C'est très clair. Dernière question qui a été remontée par Émilie. Quelle solution adoptez-vous pour les déchets amiantés? Alors, c'est une question technique, mais j'ai répondu déjà sur la plateforme, donc vous pouvez aller voir la réponse. Mais en gros, on a deux typologies de solutions. Une solution de collecte en big bag qui est dit scellée donc à colle de cygne, et aussi on pose une benne avec des body ben, ça s'appelle très techniquement, où en fait on met ces déchets amiantés dans ce body ben, on le fermeture, et puis la benne repart derrière avec la commande sur l'application. Il y a un système bien à part. En effet, on a un petit onglet sur la page des Reapers que je vous ai mis dans le chat, qui s'appelle questions-réponses. C'est un onglet qui est à vous. Vous pouvez poser toutes vos questions, celles que vous n'avez pas forcément eu le temps ou qui ne vous est pas venu sur ce live meeting. N'hésitez pas à nous les reporter sur cet onglet questions-réponses, qui est un onglet de mise en commun justement de ces sujets-là, qui est traité à la fois par les Reapers et par les équipes de l'ITA.co, qu'on essaie du coup de traiter au mieux et pour lequel on vous apporte des réponses normalement au plus vite dans la journée ou dès le lendemain. Donc voilà, pour vous familiariser aussi à la plateforme lita.co, vous avez cet onglet qui est à votre disposition. Je crois qu'on a fait le tour de la grande majeure partie des questions, voire la totalité des questions. Ça tombe bien. Je crois que nos estomacs respectifs gargouillent tous. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Émilie, Romain, si vous avez peut-être un petit quelque chose pour nous envoyer déjeuner et lancer derrière cette collecte des Reapers. Non, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter, de votre attention aussi sur notre projet. Et j'espère que vous nous soutiendrez pour pousser notre impact toujours plus loin. Et je vous souhaite bon appétit. Merci Romain. Merci Émilie. Vous retrouverez le replay de ce live meeting si certains sont arrivés en cours de route ou certains n'ont peut-être pas pu se connecter malheureusement. On vous enverra un mail avec le replay de ce live meeting dans les prochains jours et vous le retrouverez également en bas de l'onglet Opération. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, écoutés et d'avoir participé à ce live. Merci Émilie, merci Romain. Très bon appétit à tous et à très vite sur lita.co avec les Reapers. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.